Bonjour, alors petite vidéo pour vérifier que vous maîtrisez bien le produit vectoriel qu'on va beaucoup utiliser en physique. Alors on va commencer donc par les petits rappels qu'on a déjà vus ensemble. Donc ce qui serait bien, c'est de garder en tête que quand vous avez un produit vectoriel entre deux vecteurs, eh bien le résultat est un vecteur. Donc ce n'est pas comme le produit scalaire qui lui donne un scalaire, un nombre. Ce vecteur résultant, il est forcément perpendiculaire à chacun des deux vecteurs dont on fait le produit vectoriel. Du coup, il va être perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs u et v, sauf évidemment s'ils sont collinéaires. Ensuite, donc, on en déduit que... alors non, on n'en déduit pas, mais en tout cas, les propriétés du produit vectoriel, c'est que lorsque vous avez deux vecteurs collinaires, eh bien, le produit vectoriel est nul. Donc, si vous faites u scalaire u, par exemple, u vectoriel u, eh bien évidemment, deux vecteurs identiques sont collinaires, donc ça vaut 0. Donc ça, c'est beaucoup utilisé avec les vecteurs unitaires. Et au contraire, lorsque vous faites le produit vectoriel de deux vecteurs orthogonaux, eh bien, à ce moment-là, le produit vectoriel est maximal. Donc la norme est la plus grande possible. Évidemment, si les normes de chaque vecteur ne bougent pas. Quand on parle de max, c'est par rapport à l'angle. Et du coup, ces deux propriétés, c'est l'exact opposé du produit scalaire. Donc c'est un moyen mnémotechnique. Il faut se souvenir que le vectoriel, c'est le contraire du scalaire. Ensuite, donc, le produit vectoriel, il est distributif des deux côtés, donc on appelle ça bilinéaire si on veut se la péter un petit peu, et il est antisymétrique. Donc distributif, bon, ça je pense que vous savez ce que ça veut dire. Si vous avez ça, ben vous le distribuez. En gardant l'ordre, attention, parce que justement, le produit vectoriel est antisymétrique, ça veut dire que U vectoriel V, c'est l'opposé de V vectoriel U. Donc ça change le signe quand vous changez l'ordre des vecteurs. Alors, en pratique, pour calculer un produit vectoriel, il y a plusieurs méthodes. On va dire il y a deux grandes méthodes. Il y a la méthode dite intrinsèque, donc qui ne nécessite pas a priori de repères pour le réaliser. Donc, vu que le résultat d'un produit vectoriel est un vecteur, eh bien, vous avez besoin de trois informations lorsque vous calculez le produit vectoriel. Donc, c'est la norme du résultat. Eh bien, elle se calcule très simplement si vous connaissez l'angle entre les deux vecteurs. À ce moment-là, la norme, c'est norme de U fois norme de V fois le sinus de l'angle entre les deux, avec l'angle, j'ai oublié de le préciser, qui est compris entre 0 et pi, pour que le sinus soit toujours positif et que la norme ait un sens. Voilà. Ensuite, il vous faut la direction et le sens. Eh bien, ces deux sont donnés directement, notamment, moi c'est la méthode que je préfère, après vous prenez celle que vous voulez. Donc la méthode que moi je vais utiliser, c'est la règle de la main droite. Donc vous faites le fameux signe, on va voir avec les exemples, et puis donc la direction et le sens du vecteur est donné par le majeur. Alors une petite remarque, c'est que parfois cette méthode intrinsèque peut être un peu compliquée, mais pour la rendre plus simple, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser notamment la distributivité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un vecteur U qui s'exprime facilement avec, par exemple, un vecteur EX et un vecteur EY, eh bien, vous pouvez comme ça décomposer le vecteur U avec EX et EY, et puis ensuite distribuer avec le vecteur V. Et à ce moment-là, vous avez deux produits vectoriels qui sont très simples, et finalement, ça peut faire gagner du temps. On verra dans l'exemple final, ou même un peu avant. Alors l'autre méthode, c'est en utilisant un repère. Donc vous connaissez U et V dans un repère. Attention, ça c'est très important, parce que vu qu'en physique, on utilise souvent plusieurs repères en même temps, il faut que les deux soient dans le même repère orthonormé. Puis à ce moment-là, on fait la petite méthode qu'on a déjà vue et qu'on va revoir dans les exemples. Alors donc, la méthode générale, il faut déjà, comme d'habitude, faire un schéma pour voir un peu de quoi on parle. Ensuite, donc, une fois que vous avez repéré les vecteurs dont vous faites le produit vectoriel, il va falloir choisir la méthode a priori la plus simple, celle avec laquelle vous allez être le plus à l'aise. Alors du coup, ce choix, il n'est pas forcément évident au début. En général, si vous connaissez déjà les deux vecteurs dans le repère et qu'ils ne sont pas forcément évidents,
c'est-à-dire ils ont plusieurs composantes, eh bien on va plutôt utiliser la méthode avec donc l'écriture en colonne. Mais par contre, si vous n'avez pas déjà exprimé les deux vecteurs et puis que vous connaissez facilement l'angle, eh bien là évidemment on va plutôt utiliser la méthode intrinsèque. Et puis pour les cas intermédiaires, c'est un peu au feeling. Et puis on peut utiliser une méthode un peu hybride comme j'ai dit juste avant en utilisant la distributivité. Bon, bref, il n'y a pas de règle absolue, c'est un petit peu l'expérience qui prime. Alors allons-y pour les exemples. Donc d'abord le pendule. On veut calculer le moment du poids. Donc le moment d'une force, on va le voir en cours juste après, c'est le vecteur position entre le point par rapport auquel on regarde la rotation, donc ici ça va être le point O, et le point d'application de la force, ici M, donc OM vectoriel la force. Donc ici vous voyez, j'ai pas encore pris de repère. Alors pourquoi ? Parce que ici ça va être évident, on a l'angle, ici vraiment le paramètre qui compte c'est l'angle phi dans le pendule, et du coup l'angle phi on voit bien que c'est l'angle entre le vecteur position et le poids. L'angle phi on le retrouve ici. Donc du coup, évidemment, c'est la méthode intrinsèque qui est la plus simple, ça prend 2 secondes. Donc, on fait déjà la norme. Donc la norme, c'est égal à la norme de l'un, c'est-à-dire ici la longueur du fil, fois la norme de l'autre, donc ici c'est la norme du poids, donc c'est mg, fois le sinus de l'angle entre les deux, c'est phi, bim, c'est fini. Ensuite, la direction. Donc ici, il faut faire la règle de la main droite. Hop, on sort la marionnette bionique spéciale confinement. C'est parti, donc on met, je vous rappelle, le pouce sur le premier vecteur, donc ici le vecteur OM, alors c'est pas facile, donc il est comme ça, en biais, un peu en diagonale, donc on fait bien le signe, hop, le vecteur OM, ensuite on place l'index sur le poids, crac, vecteur OM, le poids sur l'index, et du coup, eh bien, le résultat c'est le majeur. Donc on voit bien qu'ici, le majeur rentre dans votre feuille, dans l'écran de l'ordinateur. Donc le résultat du moment, il est perpendiculaire au plan de la feuille en rentrant. Du coup ici, si on se prend un repère, parce qu'évidemment en physique on va utiliser un repère, donc si ici j'appelle ça x, y, et donc z qui vient vers vous, qui sort de la feuille, et bien du coup ici le moment il va rentrer dans la feuille, donc il va être selon moins ez. Donc le moment du poids par rapport au point O, eh bien, ça va être égal à moins mgl sinus phi ez. Ensuite, donc une pédale de vélo, vous appuyez, vous mettez tout votre poids sur une des pédales. Donc ici j'ai fait le schéma vu de côté et j'ai choisi comme point de référence, comme point O, ici le centre de l'attache ici de l'axe de la pédale sur l'axe central. Donc à nouveau on se rend bien compte que le paramètre important ici c'est l'angle, donc j'ai posé alpha, l'angle par rapport à la verticale montante, et donc on calcule la norme. Donc OM ça va être la longueur de la tige, finalement c'est comme le pendule, hein. La longueur. Ici la force appliquée, donc c'est le poids du bonhomme, donc la norme de la force appliquée c'est mg, et le sinus de l'angle. Alors ici l'angle il est où ? Eh bien OM, donc la direction OM elle est comme ça, et la direction du poids c'est comme ça. Donc finalement l'angle ça va être bêta, ça va pas être alpha. Sauf que alpha on le retrouve ici, et du coup eh bien on voit bien que alpha plus bêta est égal à pi. Donc bêta c'est pi moins alpha, et vous savez évidemment que si, enfin évidemment, vous savez peut-être, j'espère, et sinon vous faites votre cercle trigo, sinus de pi moins un angle, c'est égal à sinus de l'angle. Donc en fait, on se retrouve avec L mg sinus alpha. Ensuite, règle de la main droite. Donc c'est reparti, hop, on se fait son petit signe, on met le pouce selon OM, on met l'index selon le poids, alors attention de ne pas se casser le poignet, hop, comme ça, et donc le majeur à nouveau rentre
dans la feuille. Et donc si j'appelle Z cette direction qui rentre dans la feuille, eh bien ça va être égal à MGL sinus alpha EZ. Donc on remarquera qu'ici c'est un plus parce que j'ai changé l'orientation de mon axe Z par rapport au pendule. Alors une petite remarque, donc c'était pas forcément demandé, mais dans l'énoncé, je n'ai pas précisé exactement par rapport à quel point on calculait le moment. Alors, donc c'était pour me laisser une petite latitude pour faire cette remarque. Du coup, on aurait pu choisir, au lieu de prendre ici le point O, on aurait pu choisir le point C, c'est-à-dire le centre de l'axe ici, de l'axe du pédalier. Alors donc on peut calculer le moment non plus par rapport à O comme ici, mais par rapport à C. Donc ça va être égal à CM vectoriel P. Et là du coup on voit que CM vectoriel P, ouïouïouï, l'angle c'est pas évident du tout. Donc on peut utiliser la distributivité. On peut dire que CM c'est CO plus OM. Et du coup c'est égal à CO vectoriel P plus OM vectoriel P. Du coup OM vectoriel P on l'a déjà vu. Donc l'axe Z, je vais l'indiquer sur ce schéma, il est comme ça. Alors ensuite, il faut que je fasse CO vectoriel PM. Alors du coup, CO il est selon Z, PM il est vertical vers le bas. Donc ils sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Du coup, la norme de ça, ça va être égal à, eh bien, je vais appeler par exemple D la distance CO, donc ça va être égal à D fois MG. Et donc, fois le sinus de l'angle entre les deux, mais ici, CO est horizontal, P est vertical, donc l'angle entre les deux, c'est 1. C'est pi sur 2, donc le sinus c'est 1. Voilà, et il reste à faire la règle de la main droite. Donc c'est parti. Hop, CO selon Z, donc il rentre dans la feuille. P vertical, et donc je vois que le résultat, il est horizontal vers la gauche. Donc ici, je peux me prendre un petit axe horizontal vers la gauche, ici que je peux appeler par exemple X. Et donc ça va être selon EX. Du coup, le moment par rapport à C va être égal à MGD-EX plus MGL sinus alpha EZ. Du coup, on peut remarquer que à chaque instant, même quand le pédalier tourne, eh bien, la première partie va rester toujours la même, si on continue à mettre tout le poids sur la pédale. Et c'est juste la deuxième partie, donc le moment selon EZ, qui, lui, va varier. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore trop comment traduire ça. Alors, juste une petite remarque, le fait qu'il y ait aussi un terme selon EX, eh bien, c'est lui qui fait que eh bien, l'intérieur de l'axe, qu'on appelle le boîtier, enfin le boîtier plutôt qui entoure l'axe du pédalier, eh bien, il subit des actions, des contraintes de torsion. Et du coup, souvent, quand vous faites du vélo pendant des années, eh bien, vous sentez un jeu dans le pédalier. C'est-à-dire que quand vous appuyez, vous avez la pédale qui, en même temps, est décalée un peu vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Enfin, moi, en tout cas, j'ai souvent eu ça avec mes vélos. Et du coup, c'est ça le problème. C'est parce que par rapport au point C, eh bien, quand vous appuyez sur la pédale, ça a tendance à faire tourner la pédale, mais ça a aussi tendance à faire cette torsion par rapport à C. Voilà, donc on verra dans le cours comment traduire plus en détail le moment des forces. Voilà donc pour cet exemple un peu plus compliqué. Dernier exemple, donc pour voir la deuxième méthode. Donc exemple classique, on verra ça lorsqu'on étudiera les mouvements des planètes, des satellites, tout ça. Donc pour l'instant, on admet qu'une planète tourne autour du Soleil en faisant une ellipse. Donc une ellipse, c'est une sorte de cercle un peu déformé. Donc d'abord, je vous demande vecteur position et vecteur vitesse dans le repère le plus adapté. Bon, alors normalement le réflexe c'est ça tourne, donc on va plutôt se placer en cylindrique. Alors ici par contre je ne vous ai pas précisé l'origine du repère. Bon, vous vous souvenez peut-être de la classe de terminale que du coup le soleil il est au niveau d'un des foyers de l'ellipse. Bon, je ne suis pas sûr que vous ayez vu ça très en détail. Donc de toute façon c'est pas grave.
L'origine, vous pouviez soit la prendre au niveau du soleil, c'est-à-dire quelque part par là par exemple, ou la prendre carrément au centre de l'ellipse. Ça ne change pas de toute façon le calcul théorique qu'on va faire derrière. Donc vu que j'avais rien dit, peut-être que vous avez plutôt pris au niveau du centre. Donc le vecteur position, il est là. On va se placer en coordonnées cylindriques. Donc on a euro ici. On a e phi. Alors attention, c'est en 3D, hein, donc on a bien un angle droit ici entre euro et e phi. Voilà. Alors par contre, il faut peut-être pas trop que je le mette comme ça. Parce qu'on a l'impression ici que la vitesse selon e phi, or on va voir que ce n'est pas vrai. Alors, je vais te prendre e phi comme ça, voilà. Donc la vitesse n'est pas collinaire à e phi ici. Voilà, donc on a fait le choix du repère. Donc ensuite, on va exprimer vecteur position. Donc à chaque instant, OM va être égal à ρ euro. Donc ici, vu qu'on a une ellipse, eh bien ρ n'est pas constant. Ce qui fait que quand vous calculez le vecteur vitesse en faisant la dérivée temporelle du vecteur position, eh bien vous allez avoir ρ point euro plus ρ euro point. Euro point, on le sait, c'est phi point e phi. Du coup, on a bien deux composantes pour le vecteur vitesse. Donc, une composante selon euro plus une composante selon e phi. Voilà. Pour un cercle, on n'a que la seconde composante, mais ici, pour une ellipse, on a les deux. Ensuite, donc, je vous demandais de calculer ce qu'on appelle le moment cinétique. On va voir rapidement en cours ce que c'est. Donc, il est défini comme étant vecteur position vectoriel la masse du système fois la vitesse. Donc, on a OM, on a V. On les a dans le repère ici cylindrique. Donc, on peut faire la méthode 2. Donc, OM dans le repère cylindrique, selon euro, c'est ρ. Selon e phi, c'est rien. Selon ez, c'est rien. Ensuite, le vecteur vitesse, selon euro, c'est ρ point. Selon e phi, c'est ρ phi point. Selon ez, c'est rien. Voilà. Dans la méthode, on a vu, on recopie la première ligne. Voilà. Et du coup, le résultat. Donc, on commence par faire le gamma avec la deuxième et la troisième ligne. Donc, ça fait 0 fois 0 moins 0 fois ρ phi point, ça fait 0. Ensuite, 3 et quatrième ligne. 0 fois ρ point moins ρ fois 0, ça fait 0. Et enfin, première et deuxième ligne. Donc ρ fois phi point, ce qui fait ρ carré phi point, moins 0 fois phi point. Donc il ne reste que ρ carré phi point. Donc finalement, L, le moment cinétique, alors j'ai oublié la masse, pardon, à chaque fois je l'oublie. Voilà, donc il y a la masse qui est là. Donc le moment cinétique, ça va être égal à m ρ carré phi point dans la troisième direction du repère, c'est-à-dire EZ. Donc le moment cinétique, il est vertical comme ça. Voilà. Donc on verra que c'est assez important. Il est voilà. Et juste, je voulais vous montrer une dernière méthode. Ici, on aurait pu continuer à utiliser la règle de la main droite en utilisant la distributivité. En effet, vous faites L est égal à ρ euro plus m, pardon, pas plus, fois vectoriel. Vectoriel m fois ρ point euro plus ρ phi point e phi. Vous distribuez. Ça fait euro fois euro, et on l'a rappelé en début de vidéo, ça fait 0. Voilà. Ensuite, vous distribuez le deuxième terme, plus m ρ carré phi point fois, attention à l'ordre, euro vectoriel e phi. Euro vectoriel e phi, hop, main droite, c'est très rapide. Euro comme ça, e phi horizontal comme ça, résultat EZ. Et voilà, c'est fini. Donc voilà pour la méthode hybride. Personnellement, je l'aime bien celle-là. La méthode avec les colonnes, bon, c'est bien quand on a des choses vraiment très compliquées,
Mais bon, souvent en physique, on choisit les repères comme il faut pour que ça soit relativement simple à exprimer. Donc souvent la méthode hybride est assez efficace, surtout qu'avec l'habitude, la règle de la main droite va vraiment très très